Bonjour à toutes et tous. Merci d'être aujourd'hui présents malgré la chaleur, la fin du congrès et la thématique, l'arme du droit. Et on est très très fiers, en tout cas pour ma part, à venir parler ici de notre, à la fois d'une discipline qui n'a pas été forcément représentée tout le temps, toujours à la Técopole, mais elle est là. Donc on est très fiers de la représenter. On espère être à la hauteur, en tout cas, des enjeux juridiques et des discussions juridiques qui occupent quand même les grands enjeux de justice environnementale. Et on a préparé une petite table ronde aujourd'hui. Alors, ce ne sera pas seulement un regard d'ailleurs juridique, puisque on a Agnès Delage qui est à distance, qui viendra discuter les droits de la nature avec une approche d'historienne. Et Ornella Seigneurie, qui est aussi docteur en droit, qui est postdoctorante ici à Sciences Po Toulouse dans le cadre du projet ANR, qu'on coordonne sur les procès climatiques. Ça sera un petit enregistrement parce que malheureusement, elle avait une autre communication entre-temps. Elle a été acceptée sur un autre colloque. Elle nous a présenté un support, vous verrez, normalement assez ludique, je l'espère pour vous. Et Anne-Sophie Denol, qui est ici présente sur le site, a appris lundi qu'elle passait un entretien pour obtenir du financement sur un projet pesticide. Donc, elle est en train même de faire l'oral à 14 heures. Elle va finir sans doute à 14h30, 14h50. Elle nous rejoindra. Donc, on changera un petit peu le programme et elle sera avec nous ici. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Brice Lagnan, qui est docteur en droit, juriste de l'association Notre Affaire à tous. Et donc moi-même, je ne me suis pas présentée, Christelle Cournil, professeure de droit à Sciences Po Toulouse, et donc membre de la Técopole depuis 2019. Et évidemment, on est très content, au nom de l'établissement, de vous accueillir tous ici. Et j'ai l'impression que tout se passe bien et c'est bien passé. Donc, on est ravis. Alors, je voudrais peut-être, moi, vous peut-être dire d'où je parle. Alors, je suis effectivement académique, mais cette, euh, cette table ronde me donne l'occasion d'aller parler, je dirais, de deux casquettes, à la fois des recherches que je mène depuis quelques années sur les contentieux climatiques, sur la justice environnementale au sens large, et aussi une casquette qui a démarré d'abord sur de l'observation participante dans une structure qui s'appelle Notre Affaire à tous, et puis progressivement une participation active, observante, membre du conseil d'administration, et puis désormais depuis 2 ans au cœur du réacteur de l'association avec la présidente et le DG de l'association au sein du bureau de Notre Affaire à tous. Et en fait, les 10 ans de l'association, et c'était pour moi l'occasion, puisque le DG ne peut pas venir, de vous présenter un petit peu comment, à travers une association qui a 10 ans finalement, qui a pour plaidoyer en gros la justice environnementale et climatique, comment elle utilise l'arme du droit de différentes manières pour aller porter euh, alors, je ne sais pas, en tout cas des plaidoyers. Alors, je ne sais pas si c'est pour réparer le futur, si on se réfère aux propos du colloque. En tout cas, sans doute pour préparer le futur et puis pour commencer je dirais, poser des lignes de crête de façon soit jurisprudentielle, soit on va le voir, dans des démarches plus fines pour porter des plaidoyers. Donc, on va essayer de parler peut-être 10-15 minutes chacun et ensuite on essaiera évidemment de laisser de l'espace pour les discussions. Alors, notre affaire à tous, pour vous parler un petit peu de l'historicité de comment elle est arrivée, elle a été créée par un animal politique qui s'appelle Marie Toussaint, qui est aujourd'hui députée européenne du groupe Écologie Les Verts et qui à l'époque était jeune juriste ayant fait un mémoire sur l'écocide très militante sur ces questions de droit, très avant-garde aussi sur les enjeux de droit de la nature, et qui a été très marquée par un jugement rendu en Europe, le premier, en 2015, donc a été rendu le 24 juin 2015, donc on est vraiment sur les 10 ans. Un jugement important, c'est l'affaire Urgenda, qui est une structure néerlandaise qui a, pour aller faire bref, attaqué l'État néerlandais sur le choix de sa trajectoire de réduction de gaz à effet de serre qui n'était pas assez ambitieuse. Et devant le tribunal de district de La Haye,
pour la première fois en Europe, un juge décide de responsabiliser l'État et de lui demander de revoir sa trajectoire de réduction et d'augmenter sa trajectoire de réduction de gaz à effet de serre, d'être plus ambitieux. Donc, quasiment 2 mois après, Marie Toussaint et un petit collectif de juristes créent l'association pour aller faire exactement le même contentieux, avec un objectif, câbler finalement le statut social de l'association pour pouvoir rester en justice et faire l'affaire Eugenda en France. Et c'est quelque chose d'assez intéressant parce que très vite, en tout cas pour ma part, qui commençait à travailler sur le sujet, moi j'avais commencé à commenter l'affaire dans les revues académiques françaises en disant que là, il y avait un beau jugement. J'ai commencé à suivre l'association et l'association m'est apparue très vite comme, je dirais, une nouvelle structure dans un paysage où il y avait un vide très net dans les collectifs ONG qui consistait à finalement cristalliser les gens juridiques pointus de droits de l'homme, une communauté très particulière qui existe déjà, et ceux qui défendent les enjeux de justice sociale et de justice environnementale qui finalement la marque de fabrique, l'ADN de notre affaire à tous. Et très vite, l'association a commencé à se professionnaliser, n'avait pas du tout les moyens d'aller monter un contentieux de cet ordre et progressivement, donc, l'association d'abord a trouvé des financements, a recruté des juristes et aujourd'hui, donc, il y a 15 salariés et donc plus de 500 000 euros de budget. Donc, c'est en 10 ans quand même voilà, une structure qui a gagné en professionnalisation. Alors, sur les répertoires d'action tels qu'ils sont aujourd'hui, parce que ça n'a pas du tout été le cas au début, hein, c'était que des juristes, des jeunes avocats qui travaillaient bénévolement. Aujourd'hui, il y a un répertoire d'action, je dirais, très clair, identifié, le contentieux stratégique sur lequel je vais revenir, sur différents, d'ailleurs, leviers, différents juges administratifs, judiciaires, y compris le Conseil constitutionnel avec des voies détournées, puisque notre affaire à tous, ça fait ce qu'on appelle des contributions étroites, où elle essaie d'éclairer le Conseil constitutionnel quand il y a des arbitrages sur la constitutionnalité d'une loi. Donc, c'est un moment particulièrement important pour les ONG. Un plaidoyer, je dirais, plus juridico-politique, la diplomatie de couloir, alors aux négociations internationales assez peu, mais plutôt à l'Assemblée nationale. Et donc là, il s'agit d'agir sur un cadrage réglementaire. Une participation, je dirais, internationale dans des lieux stratégiques de construction de plaidoyer politico-juridique. Je pense notamment à des amicus curiae. Alors, les amicus curiae, ce sont des écritures portées par des tiers, donc souvent la société civile, mais aussi par des experts, qui consistent à éclairer le juge, par exemple, dans des procès internationaux, devant la Cour internationale de justice. Alors, ça ne s'appelle pas forcément un amicus curiae. Devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est le cas. En tout cas, nous, on a porté un amicus curiae, 2 amicus curiae devant la Cour européenne des droits de l'homme pour aller éclairer le juge sur certains points de droit. Ou participer, par exemple, à l'examen périodique universel, qui est voilà, une routine de négociation internationale sur les droits de l'homme, où il y avait assez peu d'ONG environnementales. Et l'idée, c'était de porter, par exemple, des enjeux autour de l'écocide et des manques sur la législation française au moment des négociations à Genève. Voilà, il y a aussi des mobilisations citoyennes, évidemment, pétitions, rapports, alertes, et de l'éducation et sensibilisation environnementale. On a créé un jeu, par exemple, y compris avec les étudiants. On a créé une clinique ici à Sciences Po, un jeu sur la justice climatique, la justice environnementale. Donc, vous l'avez compris, en fait, le plaidoyer et les fenêtres d'action de cette ONG, mais c'est le cas de quand même pas mal d'ONG, à mon sens, aujourd'hui, qui utilisent l'arme du droit. C'est d'abord la phase pré-normative, la construction de la loi, comment, à travers l'alerte, des approches discursives dans les médias sur les besoins du droit, le manque de droit ou actuellement, évidemment, les régressions du droit, on peut agir. C'est aussi, alors l'alerte, je vous ai mis une petite photo, c'est pas très lisible, mais c'est par exemple un rapport qui vient d'être sorti sur les risques des détenus, puisque ces risques climatiques que connaissent les détenus dans des conditions de détention qui aujourd'hui est totalement un impensé, puisque l'adaptation des lieux d'enfermement n'est pas du tout à l'ordre du jour. Ça a été
un travail mené par voilà, un collectif de juristes au sein de notre affaire à tous, ou encore, Brice en dira peut-être deux mots, mais il y a un travail de benchmark, de notation autour de la vigilance climatique des multinationales. Est-ce qu'elles se positionnent bien au regard des standards déployés à travers les standards de l'accord de Paris ou les standards de la science? Il y a évidemment des besoins au moment de l'élaboration de la loi, je le disais, au moment des négociations, des sessions parlementaires, essayer de travailler avec des élus sur des recours, par exemple au moment de l'appréciation de la conformité de la loi. Et puis la phase, je dirais, de l'application de la loi qui est là très stratégique, qui consiste à réfléchir en amont, parfois avec des victimes qui nous contactent, sur le procès qui va permettre soit d'appliquer le droit, soit de se lancer dans des recours plus, je dirais, systémiques, stratégiques, structurels, qui sont pensés en amont et qui demandent beaucoup de travail préalable. Alors, c'est effectivement comme ça qu'on connaît le plus peut-être le travail de notre affaire à tous. C'est le premier procès qui a été lancé, c'est l'affaire du siècle, qui s'inscrit vraiment dans les pas de l'affaire Urgenda. Et donc, c'est avec un collectif d'ONG, vous savez peut-être, Fondation Nicolas Hulot, Oxfam et Greenpeace, notre affaire à tous, ont formé l'affaire du siècle en pleine crise sociale des Gilets jaunes, avec cette idée d'aller faire reconnaître une carence fautive de l'État en matière climatique, faire constater par le juge voilà, une carence et donc le non-respect d'une obligation de lutte contre les changements climatiques, ce qui n'était pas du tout acquis à l'époque d'un point de vue juridique, ne serait-ce que d'abord sur le plan de la recevabilité de notre demande, et faire constater même un préjudice écologique. Je ne rentre pas forcément dans la technique juridique, mais n'hésitez pas à poser des questions après, qui résulte de cette inaction en matière de lutte climatique. Cette affaire, elle a été donc doublée d'une grande pétition, la pétition la plus signée en France après de 2 millions de signatures. Donc, l'idée aussi, c'était de faire un recours qui soit évidemment associé avec une mobilisation citoyenne forte et qui réponde aussi aux attentes de justice sociale qui étaient demandées à cette époque-là. Donc le procès a été plutôt une réussite sur le plan du droit, puisque l'État a été reconnu responsable. Une injonction de mesures ont été définies dans un calendrier. Et pour l'instant, le procès n'est pas terminé puisqu'il passe en appel après un détour par le Conseil d'État. Mais voilà, et il y a un autre procès parallèle qui est l'affaire Grande Sainte, mais j'y reviendrai peut-être. Et Anne-Sophie Denol en parlera plus en détail tout à l'heure. Donc, ce procès gagné devant le juge administratif en matière climatique a été dupliqué en matière de biodiversité avec l'affaire Justice pour le vivant, que Anne-Sophie Denol, du coup, développera tout à l'heure, donc je ne m'appesantis pas, mais on a capitalisé à la fois la construction du recours sur le climat en matière de biodive avec une entrée pesticides, et vous verrez, on attend sous peu l'appel, mais on a gagné également ce procès avec quand même de grosses interrogations sur le suivi et exécution des décisions de justice, évidemment. Deuxième axe stratégique, c'est lutter contre les procès climaticides et inutiles. Notre affaire à tous a essayé de travailler avec des influenceurs et super locales, notamment autour d'une cartographie des projets climaticides, et essayer de commencer à porter un discours qui consiste à, en gros, mettre des lunettes au juge administratif, des lunettes climatiques. C'est-à-dire que lui faire prendre conscience que désormais, tous ces projets, ils doivent être examinés sur du temps long, avec la temporalité finalement des générations futures, de ce que ça représente en termes finalement d'instabilité climatique sur les écosystèmes et pas sur le temps présent uniquement voilà, sur des aspects de biodiversité et encore plus immédiats. Donc, des collectifs ont été mis ensemble. Notre affaire à tous a essayé d'aider certains collectifs sur le plan juridique avec quelques victoires mais je ne m'appesantis pas, les images parlent d'elles. Troisième axe stratégique de l'association, c'est la question de la sortie fossile, qui est en creux quand même des demandes de notre affaire à tous, qui est encore un très grand impensé des négociations internationales. Et la question de l'opérationnalisation de la sortie fossile, alors elle s'est incarnée par la loi Hulot en France,
Mais évidemment, il faut il faut porter cette question de la sortie fossile beaucoup plus loin, et notamment en direction des acteurs économiques. Donc, l'idée dans ce contentieux jurisprudentiel devant le juge judiciaire, et Brice nous en dira davantage, c'est aller développer des formes nouvelles de responsabilisation qui ne sont pas encore évidemment satisfaisantes sur le plan doctrinal. Un certain nombre de juristes réfléchissent à des nouvelles formes de responsabilisation, mais pour l'instant, la loi n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire en termes de responsabilisation des acteurs économiques et notamment des carbon majors. Donc, l'angle d'attaque, c'est d'aller utiliser l'existant, notamment une loi très importante portée notamment par la société civile et certains acteurs, la loi de devoir de vigilance, sur laquelle tu reviendras, et un article du Code civil pour aller pousser le juge à nous dire des choses sur la question de la vigilance. Mais je ne vais pas plus loin. Alors, notre affaire à tous aussi intervient sur le volet administratif, donc devant l'autre juge, cette fois-ci sur des procédures administratives, lorsqu'il y a des demandes de permis d'extraction de pétrole qui se font encore avant 2040 et sur lesquelles on essaie systématiquement d'agir. Alors, ce n'est pas évident, hein, et on essaie de construire, mais pour l'instant, ça n'a pas marché, devant le juge administratif, une obligation de l'État en matière de sortie fossile, au regard des standards scientifiques. Et finalement, cette obligation de sortie fossile, elle est très dépendante de la grosse obligation de lutte climatique qu'on a fait déjà dégager jurisprudentiellement dans la première affaire, l'affaire du siècle. Donc, on essaie de cranter au fur et à mesure un certain nombre d'acquis. Dernière piste et dernier axe stratégique, et il y a bien d'autres plaidoyers, hein, notre affaire à tous, je passe sur le plaidoyer des droits de la nature, sur le plaidoyer écocide. Là, c'est vraiment le plaidoyer armes contentieuses. C'est un plaidoyer qui manque assez quand même en France encore, qui est très développé aux États-Unis, en Inde, dans le sud global, mais qui est quand même encore très largement impensé en France. C'est la question des inégalités socio-environnementales dans le contentieux, comment il peut apparaître. Alors, il apparaît en creux dans le travail que notre affaire à tous Lyon a fait dans la vallée de la chimie, autour des enjeux des PFAS, les riverains, la géolocalisation évidemment de ces riverains dans les zones industrielles, et un travail qui est en train d'être fait par une avocate très, très au fait de ces questions, avec une approche stratégique d'action collective pour faire gros et essayer de porter en fait une action de masse pour des victimes de masse sur le contentieux PFAS. On a aussi agi par le biais d'un référé liberté pour aller montrer l'inégalité structurelle et extrêmement choquante de la situation qui est vécue actuellement de la crise de l'eau à Mayotte. Des inégalités évidemment environnementales, mais qui ne sont pas encore passées devant le juge administratif, par exemple, qu'on a portées dans les écritures, qui ont pour l'instant été pas du tout reçues, mais on ne désespère pas que ça arrive évidemment un jour. Et un rapport vient d'être publié sur ces injustices, pas uniquement à Mayotte d'ailleurs, dans d'autres territoires, en Outre-mer, avec une plainte assez symbolique auprès des rapporteurs spéciaux, notamment le rapporteur spécial de l'eau, tout à fait récemment. Et enfin, et ça c'est la semaine dernière, il y a 10 jours, le premier recours, alors le second en Europe et le premier en tout cas en France, un recours, cette fois-ci, non pas sur l'atténuation des changements climatiques, qui consiste à dire à l'État, vous devez agir plus sur la réduction des gaz à effet de serre, mais cette fois-ci, c'est vous avez une obligation de lutte climatique sur le volet, le deuxième pilier de la lutte climatique, celui de l'adaptation. Vous auriez dû faire un PNAC, un plan national d'adaptation plus ambitieux, chiffré, beaucoup plus sectorialisé, qui identifie les catégories de vulnérables, etc. Ce n'est pas votre planification en matière finalement climatique, en matière d'adaptation climatique n'est pas à la hauteur. Et c'est ce que le fameux recours des sinistrés présente devant le Conseil d'État. Donc cette fois-ci, c'est le collectif de l'affaire du siècle, 3 associations, plus des individus ou des associations qui vont s'associer au recours pour aller porter les catégories de vulnérables devant le prétoire. Et donc on verra si cette justice socio-environnementale est convaincante devant le juge administratif. Donc je m'en tiens là simplement pour vous dire qu'ici, je vous ai présenté l'arme du droit dans une dimension assez stratégique.
comme un instrument de transformation un petit peu sociale, environnementale et politique, un instrument plutôt d'émancipation. J'ai bien conscience que généralement, dans les sciences sociales, il est présenté comme un outil de domination et que le droit, finalement, a codé le capital. Et je ne suis pas évidemment dupe, mais c'est un instrument au service de cause aujourd'hui, et donc c'est un rapport de force. Donc aujourd'hui, la société civile voilà, se professionnalise, se saisit de cet instrument qui est de fait un instrument de domination, mais qui peut être émancipatif si on sophistique les outils devant le prétoire. Évidemment, les rapports de force sont complètement inégalitaires, ils sont difficiles, mais voilà, c'est en tout cas l'angle d'attaque qu'un certain nombre de juristes ont pris pour aller réparer ou préparer le futur pour répondre au titre du colloque. Je laisse la parole à Brice qui va donc nous parler. Bien, ça fait fonctionner les centrales nucléaires. Alors, en fait, souvent, on laisse ça allumer parce que le système de ventilation est lié au... Mais bon, pas de souci. Ça va. On essaie comme ça? Oui. On peut peut-être faire un courant. Alors, je te laisse te représenter. La ventilation, c'est bien. Je peux faire passer le rapport d'activité. Je peux passer le rapport d'activité. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Brice Lagnan. Je suis juriste chez Notre Affaire à tous, qu'a présenté Christelle. Donc, une association de protection de l'environnement qui utilise le droit comme une arme pour défendre la cause environnementale et la cause climatique. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais te remercier, Christelle, pour l'invitation et les organisatrices et organisateurs pour ce bel événement. J'ai malheureusement manqué les 2 premières journées, mais j'ai vu un petit peu tout ce qui a été affiché et le monde qu'il y a. Et c'est encourageant. On se dit que ce qu'on fait est porteur et qu'on est plusieurs à tous tirer dans la même direction. Donc, ça donne toujours de l'énergie. Donc, je suis très heureux d'être là. Ensuite, comme tu disais, Christelle, c'est toujours bien effectivement de préciser d'où est-ce que l'on parle. Et pour ma part, donc j'ai commencé par une formation académique assez classique, donc avec un doctorat. Et à l'issue de mon doctorat, j'ai rejoint l'association Notre Affaire à tous. Et je vous dis ça parce que ce double profil, du coup, puisque je continue encore à faire de la recherche, influence grandement un peu mon travail. D'un côté, ma pratique vient nourrir ma recherche, donc sur les contentieux climatiques, et notamment les contentieux stratégiques. Et de l'autre, ma recherche me permet de mieux faire mon travail et de mieux approfondir certaines questions difficiles auxquelles on est confronté dans le cadre de ces actions judiciaires. Et donc, pour ce qui est de mon poste, vous avez vu, l'activité de Notre Affaire à tous est extrêmement riche, si riche que moi-même qui suis à l'intérieur, j'ai du mal à suivre tout ce qu'on fait. Et moi, je ne m'occupe que des contentieux, avec d'autres, du coup, qui portent sur la responsabilité des entreprises, et plus spécifiquement des entreprises privées, du type Total Energy, BNP, Casino et bien d'autres encore. Et donc, je crois que ce qui est au cœur aujourd'hui de cette thématique, c'est quelle l'utilité du droit, qui a été qualifiée du coup d'arme du droit, d'arme, et qui appelle à une réflexion, c'est que peut le droit aujourd'hui dans un monde chaotique comme on l'expérimente aujourd'hui, pas que sur les questions environnementales, de manière plus globale. Tu as un peu initié cette réflexion en évoquant effectivement la réputation justifiée du droit comme quelque chose de plutôt conservateur, qui va plutôt traduire les forces dominantes et donc les intérêts notamment, tu disais, du capital. Mais c'est aussi, je crois, l'arme de ceux qui n'ont rien. Puisque, à contrario, lorsqu'on oppose, par exemple, les rendez-vous de plaidoyer, et l'action judiciaire, je dirais qu'on a plus de moyens dans le cadre de l'action judiciaire puisqu'on est face à un juge, donc un tiers impartial, et on peut échanger des argumentaires.
Là où dans le cadre de tout ce qui va être plaidoyer, lobbying, en fait, personne ne sait ce qui se passe. Et on n'est même pas certain d'obtenir un rendez-vous pour pouvoir plaider sa cause. Donc le droit permet à chacune, chacun d'être entendu et de se défendre à armes égales avec des guillemets évidemment, mais armes égales parce qu'on a tous accès à la raison en réalité, donc on peut tous se défendre avec des arguments, et guillemets parce que vous avez souvent en face des moyens illimités, donc des cerveaux illimités aussi pour produire du travail en réplique. Et donc aujourd'hui, on observe un recul des préoccupations environnementales, environnementales, politiques et économiques. Et vous avez notamment un rapport, le rapport Draghi, qui est très important pour nous, puisque ce rapport-là a servi notamment à la Commission européenne pour justifier tout un ensemble de reculs en matière environnementale. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais le Green Deal actuellement est en train d'être détricoté, justement parce qu'on insiste sur le fait que ces normes environnementales, ou en termes de durabilité, sont venues affaiblir la compétitivité des entreprises européennes. Et donc, on oppose compétitivité et durabilité. Donc, dans ce cadre-là, le droit a un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer aussi de manière extrêmement pragmatique, c'est que sa vocation est de guider l'action humaine. Et si l'action humaine n'a pas d'avenir, le droit n'a pas d'objet. Donc, le droit est obligé d'intervenir parce il doit protéger les individus contre eux-mêmes en protégeant les conditions de vie sur Terre. Et donc, dans ce cadre-là, le contentieux vient jouer son rôle. Tu l'as dit, Christelle, la raison d'être de notre affaire à tous, ça a été de lancer des contentieux stratégiques avant tout en matière climatique. Et en droit, on a coutume de dire qu'on manque d'imagination. C'est-à-dire que le premier travail d'un juriste, qu'on nous apprend en tout cas, c'est d'appliquer les règles de droit existantes. Le travail créatif de repousser les frontières du droit, c'est un autre travail, et qui est généralement facilité quand d'autres nous montrent la voie. Et la décision Urgenda que tu as citée du coup aux Pays-Bas a montré que le juge pouvait se saisir des questions climatiques et que ce n'était pas simplement des questions politiques, diplomatiques, mais que le juge avait son mot à dire dans la mesure où les questions climatiques ont également trait aux atteintes aux droits humains. Et le juge est compétent pour traiter des atteintes aux droits humains. Donc ça a été reproduit notamment avec l'affaire du siècle, justice pour le vivant, sur d'autres thématiques que des thématiques climatiques. Et l'intérêt également de ces actions judiciaires à vocation stratégique, c'est qu'elles vont démocratiser l'usage du droit. C'est-à-dire que ce que notre affaire à tous a fait avec l'affaire du siècle, par exemple, il va être possible de le faire pour d'autres thématiques. Par exemple, le développement des énergies renouvelables, les déserts médicaux, le contrôle faciès, le mal logement. Donc, on va avoir un contentieux qui va naître dans un secteur très précis, les questions climatiques, et qui va ensuite irriguer d'autres actions qui vont viser à mettre en évidence les carences structurelles de l'État. Donc, qu'est-ce que notre affaire à tous vient apporter au climat? Il y a une notion un peu cardinale pour lire les objectifs des différentes organisations et ONG qui militent sur les questions environnementales et climat, c'est la question de la théorie du changement. Donc, quelle est ta théorie du changement? C'est une question qui permet de savoir ce que fait l'organisation. Donc, comment est-ce qu'elle conçoit que le changement espéré, donc ici, en l'occurrence, combattre pour qu'advienne une forme de justice environnementale et climatique, comment ce changement-là va opérer. Et pour notre affaire à tous, ce changement-là va opérer avec effectivement une évolution du droit, un repoussement des frontières du droit. Et donc, ce qui fait notre particularité, ça va vraiment être de jouer, entre guillemets, avec les règles du jeu. Là où d'autres vont plutôt prôner, par exemple, la désobéissance civile, non violente ou violente. Là où d'autres vont plutôt prôner, par exemple, le fait de faire changer, je sais pas, les entreprises de l'intérieur en les conseillant. Donc, chacun a un petit peu sa théorie du changement, son modèle pour faire advenir une transformation, du coup, du système. Et donc, nous, c'est par la voie du droit et plus spécifiquement du contentieux. Donc, ce qu'on va essayer de faire, à notre affaire à tous, qu'on peut décrire comme une sentinelle environnementale, ça va être de traduire des rapports scientifiques, institutionnels, des consensus sur ce qu'il convient de faire ou ne pas faire en des termes juridiques. Par exemple, le fait qu'on observe des incendies, des canicules de manière anormale,
est quelque chose sur lequel on s'entendra tous pour dire que c'est quelque chose d'inacceptable. Et donc, notre travail, ça va être de trouver les moyens juridiques pour le traduire à l'aide d'une requête juridique. Donc, quelque part, on est un peu le bras juridique du mouvement climat. On va essayer de traduire des revendications en des termes juridiques. Et donc, il arrive fréquemment que des militants d'autres organisations viennent nous voir en évoquant un problème. Et nous, on va essayer de trouver, on va dire, la solution juridique au problème. Tout ça est extrêmement compliqué lorsqu'on parle de changement climatique, parce que le changement climatique a des particularités qui font qu'il va être différent d'une pollution environnementale classique. Par exemple, si vous prenez le cas d'une pollution d'un cours d'eau, il va être relativement facile de remonter la chaîne de la cause et de trouver qui est à l'origine de la pollution. Et donc d'établir un lien de causalité entre les conséquences, le dommage environnemental, et l'origine du préjudice. En matière climatique, les choses sont beaucoup plus compliquées puisque le changement climatique est global. On y contribue tous, pas à la même hauteur, certes, mais chacun émet des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, les effets vont être cumulatifs, c'est-à-dire que les émissions que nous émettons aujourd'hui vont venir s'ajouter à celles d'hier. Et c'est cet effet cumulatif qui va être problématique et engendrer des conséquences néfastes. Donc les émissions en tant que telles, on va dire, elles sont pas dommageable, c'est vraiment le fait que les émissions se groupent, se cumulent, qui va conduire à des dommages. Ensuite, les effets des dommages climatiques vont être extraterritoriaux. Donc, il n'y a pas de frontières. Ensuite, ces effets vont être diffus, non linéaires, c'est-à-dire que vous pouvez avoir effectivement des phénomènes qu'on va pouvoir observer sur le long terme et qui vont être plus lents, type la montée des eaux, mais également des événements plus extrêmes, imprévus, type cyclone, canicule et que sais-je encore. Et enfin, ces dommages-là sont souvent irréversibles. Et donc tout ça, ça vient perturber un peu le juriste, puisque au cœur de l'idée de responsabilité, il y a par exemple la notion de causalité. Et donc comment est-ce qu'on établit le lien de causalité, par exemple, si on prend une entreprise, entre ses activités et un dommage qui va venir, par exemple, toucher un agriculteur. Vous voyez bien qu'entre les émissions de l'entreprise et le dommage, il y a eu beaucoup d'étapes. Donc il y a les émissions, mais les émissions, souvent, parfois, elles ne sont pas directement produites par l'entreprise. Par exemple, si je prends l'exemple du pétrole, le pétrole est extrait par une entreprise, il va être brûlé par des clients. Et donc, ça peut être n'importe qui ici dans la salle. Et donc, le fait d'avoir un phénomène qui est aussi scindé va rendre les choses plus compliquées. Mais le droit est un objet qui est suffisamment souple pour s'adapter. Et donc, on a développé, et c'est sur ça qu'est fondée notamment en fait toutes les décisions climatiques qui ont été rendues contre les États, sur l'idée de contribution. C'est-à-dire que effectivement, vous n'êtes pas individuellement responsable du réchauffement climatique, mais vous contribuez par votre action ou inaction à son aggravation. Et donc, c'est ce twist un peu intellectuel qui va permettre de pouvoir quand même attribuer des responsabilités à des États pris individuellement ou des entreprises prises individuellement. Je vois une tête qui se hoche. Il y a effectivement un certain nombre d'obstacles, on pourra en revenir dessus ensuite. Il me reste combien de temps, Christelle? 3 minutes. 3 minutes? Très bien. Du coup, je vais finir en vous donnant un exemple de contentieux très concret. Et je vais vous parler du coup des contentieux contre les entreprises. Le premier contentieux qui a été lancé et qui a été un succès est un contentieux qui a été lancé donc aux Pays-Bas. Le Pays-Bas, c'est un peu la terre-mère des contentieux climatiques. C'est là-bas que tout commence et c'est là-bas qu'on rencontre les plus grands succès pour l'instant. Donc, Shell, en 2021, a été condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2019. Donc ça a été vécu comme une victoire extrêmement importante, puisque concrètement, ça impliquait plus ou moins que Shell doive réduire sa production de pétrole et de gaz quasiment de moitié. Et donc, l'atteinte sur les intérêts économiques de l'entreprise était important, mais le juge a considéré que
les enjeux d'intérêt général primaient sur les intérêts économiques de l'entreprise. Cette action-là, elle a inspiré une autre action en France, une action contre Total, qui a été donc lancée par Notre Affaire à tous, d'autres associations également, des collectivités territoriales. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces collectivités-là sont de tous bords politiques. Donc on a vraiment une action qui est fédératrice. L'idée est là aussi de parvenir à ce que le juge enjoigne Total à faire deux choses. Premièrement, à réduire sa production de pétrole et de gaz, en se fondant du coup sur des trajectoires de réduction des émissions qui sont édictées par le GIEC, par l'Agence internationale de l'énergie notamment, donc des sources plutôt consensuelles. Et le deuxième point, c'est de demander au juge d'enjoindre à Total de cesser de développer de nouveaux projets fossiles, donc dans le pétrole et le gaz concernant l'entreprise. Donc voilà, on pourra en parler davantage dans le cadre de la discussion ensuite si vous le souhaitez. Et une audience aura lieu du coup le 29 janvier au tribunal judiciaire de Paris. Voilà. Alors, je switch avec Ornella qui ne peut pas être présente et qui nous a fait une présentation par contre animée. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors avant de commencer, je tiens à remercier Christelle Cournil, les organisateurs de ces journées bien évidemment, ainsi que mes collègues de Sciences Po Toulouse. Alors un mot sur mon parcours et mon cadre scientifique. En tant que juriste spécialisée dans les procès constitutionnels en matière de droits de l'homme et d'environnement, j'ai démontré l'année dernière, quand j'ai soutenu ma thèse, que le droit à un environnement sain est un droit fondamental inscrit dans la Constitution française depuis 20 ans et soutenu par plusieurs instruments internationaux que je laisse simplement ici apparaître à l'écran. Sans les développer ici, Christelle pourra y revenir si cela suscite des échanges. Alors quand on parle d'armes du droit, je pense à un phénomène qui m'a particulièrement marqué, qui s'appelle l'activisme judiciaire juvénile dans les contentieux climatiques. Ces jeunes, en s'adressant aux tribunaux, tentent de faire reconnaître un droit à un avenir viable là où les constitutions ni les conventions internationales parfois ne prévoient explicitement un droit à un climat stable. Donc ça révèle d'abord les limites d'un constitutionnalisme qui est centré sur les droits individuels face à des enjeux collectifs globaux, mais c'est aussi une tentative de le réinventer en le confrontant à l'urgence écologique. En voici un exemple avec la charte de l'environnement. Article 1, pardon, chacun a droit à un environnement sain, équilibré et rien sur le climat. Donc ces jeunes activistes, en s'adressant aux tribunaux, cherchent à faire reconnaître un droit à un avenir viable et un climat stable, qui n'est pas toujours explicitement prévu par les constitutions existantes, ni d'ailleurs dans les conventions internationales relatives aux droits des enfants. C'est une tentative de réinterpréter, voire de réinventer le constitutionnalisme pour l'adapter au XXIe siècle. Donc ce mouvement s'inscrit dans une dynamique juridique internationale en construction, qui est soutenue notamment par les résolutions onusiennes de 2021 et 2022 notamment, qui reconnaissent la crise climatique comme une menace grave aux droits humains. Et c'est dans ce cadre que notre table ronde explorera le rôle du droit comme levier d'action collective pour la justice environnementale. D'ailleurs, à l'heure où je parle, on dénombre en effet des milliers de procès climatiques qui fleurissent partout dans le monde. Plus de 170 sont fondés sur la justice constitutionnelle et les droits fondamentaux, dont une centaine qui est portée par des jeunes requérants et des mineurs. Vous avez ici à l'image l'un des procès célèbres, qui est l'affaire Aurora, où un des jeunes porte une pancarte où est écrit de façon ironique: «Je crois davantage au Père Noël qu'aux hommes politiques pour sauver la planète». Donc ça en dit beaucoup hein, du sentiment d'exclusion chez les jeunes et de leur maturité dans ce genre de procès. Alors d'un point de vue juridique, maintenant on va s'intéresser à la notion même d'activisme judiciaire juvénile. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est encore un phénomène qui est peu étudié en France et souvent méconnu des juristes. Il ne s'agit pas seulement pour les jeunes de revendiquer des droits individuels face à l'inaction climatique, c'est une démarche qui est beaucoup plus profonde, qui interroge la place du droit dans un contexte d'urgence écologique et de crise démocratique.
Ça, c'est la première chose. Et puis, ces jeunes ne croient plus en nos institutions politiques, comme le rappelait la pancarte tout à l'heure, et ils se tournent donc vers le juge pour faire entendre un droit à un climat stable à des droits plus classiques comme le droit à la vie privée, le droit à la vie ou encore le droit à l'environnement sain quand il est consacré. Alors, ces jeunes qui saisissent la justice pour défendre leur avenir ne le font pas seulement dans un cadre juridique étroit. D'ailleurs, en France, les enfants et les adolescents n'ont même pas accès à la justice constitutionnelle. Il faut dire que leur mobilisation s'inscrit plutôt dans une démarche, profondément politique, sociale, mais aussi culturelle et philosophique, et ils vont interroger le rôle de la justice face à des crises systémiques qui sont climatiques, sociales, démocratiques, et donc chercher à transformer le droit en levier, d'action. L'arme du droit qu'ils emploient n'est pas tant un outil procédural, elle devient un acte de résistance, une manière de redonner corps à des droits souvent trop abstraits et réduire cette action à une action émotionnelle, à une réaction même émotionnelle ou à une défiance irrationnelle envers les institutions, comme le font certains discours, revient à méconnaître la portée et la maturité de leur engagement. Donc ces jeunes, avec les ONG et leurs avocats, et les scientifiques aussi parfois, donnent visage et voix à ces procès, ils vont transformer les normes en instruments vivants de justice. Il est donc très simpliste de voir par exemple l'activisme judiciaire juvénile à une problématique psychanalytique, comme s'ils étaient naturellement en conflit avec le monde, angoissés par essence et donc enclins à une forme de quérulence processive qui serait l'animation d'une méfiance quasi paranoïaque envers les autorités publiques. C'est ce que j'ai appelé le complexe scientiste, c'est-à-dire une certaine difficulté pour les observateurs à appliquer des méthodes de recherche techniques et abstraites à des tragédies humaines de masse et contemporaines. Et ces jeunes, ces ONG et leurs avocats contribuent à incarner ces procès. Donc ce serait une erreur de considérer que ces jeunes, de manière illégitime, mobiliseraient le juge comme un contre-pouvoir qui ne lui reviendrait pas, au risque d'alimenter la critique d'un gouvernement des juges où le pouvoir judiciaire empiéterait sur les prérogatives des pouvoirs législatifs et exécutifs. Cette vision est, selon moi, extrêmement caricaturale et surannée. D'ailleurs, si vous regardez dans la Convention internationale des droits de l'enfant, les enfants sont capables de discernement et ont le droit d'exprimer librement leurs opinions et d'être entendus dans toute procédure judiciaire. Alors certes, la quérulence processive pourrait exister un jour, et je lance là un appel aux sociologues, aux pédopsychiatres et politistes, s'ils peuvent s'intéresser à cette question et nous documenter sur ce sujet. Mais cette quérulence ne saurait être confondue avec l'activisme judiciaire, et encore moins avec celui des jeunes. Il est important de souligner ici que l'activisme judiciaire juvénile dépasse les seules préoccupations écologiques d'ailleurs. Il soulève des questions beaucoup plus larges sur la justice sociale, la responsabilité politique, la gouvernance inclusive du développement durable. Donc en saisissant le juge, ces jeunes cherchent à obtenir des réponses là où la politique fait défaut. Ils ne cherchent pas tant à inventer le droit, à terroriser les dirigeants, mais à le faire appliquer et à contraindre les gouvernements à respecter des engagements qu'ils ont eux-mêmes pris. Donc la question posée ici au fond, c'est celle de l'état de droit et de sa vigie populaire, et non celle d'un prétendu terrorisme vert pratiqué par des ayatollahs de l'écologie, ce que j'ai appelé le complexe de Shining, cet argument de défense des gouvernements qui sont accusés d'inaction, selon lequel les enfants seraient dangereux, effrayants et terroriseraient la société. Ça peut faire sourire, mais c'est réellement ce qu'il y a au fond de ces argumentaires-là, c'est-à-dire des arguments assez pauvres. Et il ne faut pas non plus sous-estimer le poids de cette démarche qui est clivante. Elle pourrait à terme transformer en profondeur la perception même du droit dans nos sociétés contemporaines. Donc pour conclure, sur cette, très brève introduction et avant d'évoquer quelques procès, concrets, je voudrais rappeler que les enfants qui, s'opposent aux États ne sont pas simplement des David contre Goliath. Leurs actions soulèvent aussi des enjeux fondamentaux autour de la science, de la légitimité, et du statut des enfants en droit. Trop souvent, ces jeunes sont décrédibilisés par les institutions au nom d'un infantisme juridique. On leur refuse le discernement, on nie leur capacité à comprendre ou à agir, ce qui est en totale contradiction avec la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est pourtant en vigueur depuis plus de 30 ans. Donc certains les accusent d'être manipulés par des adultes ou des militants, ça a été le cas avec Greta Thunberg et plein d'autres, comme si leur engagement ne pouvait être autonome ou sincère.
Et dans plusieurs affaires, les États sont même allés jusqu'à qualifier leurs requêtes de simples projets scolaires pour tenter de disqualifier la gravité de leurs revendications. Donc cela revient à dire aux juges, de manière on ne peut pas dire autrement, qui est du chantage. Si vous accueillez cette demande, vous donnez du crédit à un caprice d'enfant. Et donc ce paternalisme d'État qui dissimule très mal une tentative d'empêcher la justice de jouer son rôle, fait ici remonter l'intérêt de l'activisme judiciaire juvénile. Ces jeunes utilisent l'arme du droit pour défendre les droits humains fondamentaux, vous l'aurez compris, et ils forcent le droit à se confronter à ce qu'ils cherchent parfois à éviter, c'est-à-dire l'urgence, l'émotion et la légitimité d'une génération qui demande l'application du droit. Donc on va maintenant parler plus en détail des procès des enfants aux États-Unis, en Corée du Sud et en Europe devant la Cour européenne des droits de l'homme pour que vous compreniez plus concrètement ce que ça veut dire. Alors, des avancées avec les procès américains, notamment le procès Held contre Montana, qui a mis en lumière une nouvelle forme d'engagement judiciaire des jeunes face à la crise climatique. Alors, dans cette affaire, comme dans l'affaire Juliana, dont vous avez certainement entendu parler, qui est beaucoup plus célèbre, les plaignants tentent d'établir un lien entre les politiques publiques favorables aux énergies fossiles et la violation des droits fondamentaux des jeunes, notamment leur droit à un environnement sain. Et dans l'affaire Montana, ils ont réussi pour la première fois à faire condamner l'État. Or, dans l'affaire Juliana, 21 jeunes plaignants avaient intenté une action en justice en 2015, alléguant que le gouvernement fédéral avait violé leurs droits constitutionnels en soutenant une économie fondée sur les combustibles fossiles, contribuant ainsi au changement climatique. Mais en mai 2024, la Cour d'appel a rejeté la plainte. Celle-ci a ensuite, ont ensuite déposé donc un recours devant la Cour suprême des États-Unis, qui elle a refusé en mars dernier, et fin de l'histoire. Donc ce que ces procès révèlent, qu'ils nous évoquent un succès ou un échec, c'est aussi une transformation de la fonction juridictionnelle qu'il faut retenir ici. Le juge devient un acteur du temps long, un lieu conflictuel d'élaboration du futur. Mais aussi ce que ça révèle, c'est ce que j'appelle l'activisme judiciaire en lui-même. C'est une stratégie juridique qui est légitime en soi, qui va consister en un recours intensif aux tribunaux et au système judiciaire dans le but d'influencer l'évolution du droit, d'orienter les décisions politiques et de provoquer les transformations sociales consubstantielles de l'état de droit. Donc il se distingue de la quérulence processive, laquelle se caractérise par un usage abusif du contentieux, dénué de fondement dans les normes fondamentales, alors que l'activisme judiciaire, lui, vise au contraire à faire respecter et à renforcer le droit existant. Je vais vous donner un autre exemple. La Corée du Sud. C'est un cadre constitutionnel qui est très innovant, mais encore assez fragile. En Corée du Sud, 41 citoyens dont faisaient partie des jeunes, des femmes enceintes, des travailleurs du secteur agroalimentaire, pêcheurs, agriculteurs, ont déposé un recours contre l'inaction de l'État face au changement climatique. Et cette affaire a soulevé des interrogations assez similaires à celles que l'on observe aux États-Unis. Mais finalement, la Cour constitutionnelle coréenne a finalement condamné l'État pour violation des droits des générations présentes et futures. Et c'est là le premier procès du genre en Asie. Alors la constitution coréenne garantit le droit à un environnement sain et le droit au bonheur. Et ça offre une base assez solide finalement à ces actions en justice, du fait de la complémentarité aussi. Et comme aux États-Unis, une question fondamentale demeure toujours. Cette voie judiciaire constitue-t-elle une véritable solution ou bien illustre-t-elle l'impuissance de l'État à répondre aux attentes sociales et à mettre en œuvre des politiques climatiques efficaces? Et je vais vous donner un dernier exemple, et j'en finirai là-dessus, la Cour européenne. Alors, l'Europe, prudence juridique, frilosité institutionnelle, pourrait-on dire aussi. Le système européen reste assez en retrait hein, des enjeux climatiques avec un cadre juridique qui est encore très restrictif. Pardon. Prenons l'exemple de l'affaire Duarte Agostino devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, malgré les arguments solides, la requête a été rejetée pour des motifs d'ordre essentiellement procéduraux et ce refus interroge pourquoi une telle frilosité face à une urgence pourtant largement documentée. Sans doute parce que le droit européen reste enraciné dans une vision classique des droits de l'homme qui peine à intégrer les enjeux collectifs comme la justice climatique. Tant que le droit à un environnement sain ne sera pas reconnu comme un droit fondamental autonome, les
possibilités de recours resteront limitées. Et cette situation n'est pas propre à l'Europe. Alors que le système américain est assez en avance sur ces questions-là, on retrouve quand même des limites similaires au système européen dans d'autres systèmes régionaux de protection des droits de l'homme. Le système africain qui reste encore instable sur ces questions, le système asiatique, il est inexistant après l'échec d'une convention asiatique des droits humains, le système du Moyen-Orient qui ne propose à ce jour aucune garantie juridique cohérente en la matière, la Charte arabe des droits de l'homme étant un échec total qui pourtant reconnaît le droit à l'environnement. Et les constitutions de la Turquie et de la Palestine sont finalement les deux seules constitutions arabes existantes à ce jour dans la région qui reconnaissent le droit à un environnement sain et les obligations de l'État de protéger ce droit. Et les autres États arabes finalement ignorent ou résistent encore à cette constitutionnalisation de la protection climatique. Alors, on peut conclure là-dessus. Cela met en lumière les limites du droit tel qu'il est conçu aujourd'hui. Difficile de répondre à des enjeux mondiaux avec des instruments encore largement nationaux ou régionaux. Le contraste avec les approches américaines ou sud-coréennes souligne la lenteur des réformes institutionnelles face à cette urgence écologique. Et je conclurai sur cette question, laissée volontairement ouverte, est-il vraiment possible de réparer le futur par l'arme du droit? Entre l'utopie juridique et les réalités diplomatiques, ces actions en justice peuvent-elles à elles seules produire une transformation durable? Rien n'est moins sûr. Voir dans l'activisme judiciaire finalement un simple contre-pouvoir serait très réducteur. Il s'agit aussi d'un révélateur de fragilité institutionnelle, à mon sens, et des tensions entre le droit, la politique et l'écologie. Donc réparer le futur, c'est pas seulement écrire du droit. C'est peut-être aussi défendre, comprendre et représenter la voix de ceux qui n'ont pas encore voix au chapitre. En d'autres termes, incarner. Je vous remercie de votre attention. Donc, je tiens à remercier tout particulièrement Christelle Cournil de m'avoir invitée à participer aujourd'hui à cette table ronde. J'étais très heureuse de pouvoir entendre les présentations précédentes et je la remercie de m'avoir permis de le faire en distanciel. Ça a été pour moi très important. Donc, je ne suis pas juriste, contrairement au reste des intervenants aujourd'hui, et je ne vais donc pas aborder la question de l'arme du droit dans une perspective juridique stricte ou du point de vue de la procédure. Mon point de vue sur l'arme du droit sera situé dans le champ de bataille de l'histoire immédiate, puisque je suis de formation historienne, de l'histoire politique et environnementale, à partir d'un cas très concret, celui de la lagune del Mar Menor en Espagne. Il s'agit de la plus grande lagune salée d'Europe, qui est aujourd'hui dévastée par des décennies de surexploitation et de guerre de l'eau. Alors, vous avez la photo satellite ici, et ici l'état actuel de la lagune et sur la carte les points de captation de l'eau. Je vais me situer tout d'abord, comme l'ont fait mes collègues. Donc, je suis chercheuse en histoire, spécialiste des politiques de participation citoyenne dans les transitions écologiques et militante au sein du groupe Rébellion Scientifique, à force de faire de l'observation participative, j'ai fini par vraiment participer. Donc, il s'agit aussi d'une expérience militante dans ce que je vais raconter, vous le verrez à la fin. Donc, le site d'El Mar Menor est devenu emblématique en 2022 puisqu'il a obtenu pour la première fois en Europe le statut de personnalité juridique. La professeure de droit Teresa Vicente, avec laquelle j'ai la chance de collaborer, donc, qui est professeur à l'université de Murcia, est à l'origine de l'initiative législative populaire ILP, qui a débouché sur une loi en 2023, car elle a passé le seuil des 500 000 signatures en Espagne, qui est nécessaire pour que la proposition de loi soit envoyée et traitée par le Parlement. Donc, cette démarche pionnière a valu à Teresa en 2024 le prestigieux prix Goldman, le Nobel de l'environnement, hein. Et on voit ici plusieurs manifestations. Alors, tout récemment, en juin dernier, coup de théâtre lors du congrès des Nations Unies sur l'océan à Nice, El Mar Menor a été reconnu par l'ONU comme initiative emblématique de restauration écologique au niveau mondial. Dans le cadre de la décennie 2021-2030, il y a eu seulement 3 lieux, un au Mexique, un au Mozambique et puis le cas d'El Mar Menor en Espagne qui ont été labellisés.
Donc, ce premier espace naturel doté de droits en Europe a été d'emblée présenté comme un modèle international, alors même que sa gouvernance n'est pas mise en place depuis plus de 2 ans après l'adoption de la loi. Évidemment, ça, il n'y en a aucune trace dans le site de l'ONU. Donc, on le voit, la reconnaissance des droits de la nature est devenue, avant même d'avoir commencé à fonctionner d'un point de vue juridique, une arme diplomatique, puisque le cas espagnol a été propulsé au statut de modèle réplicable à l'échelle mondiale avant d'être réellement effectif. En effet, lorsqu'on se penche sur les droits réels de la lagune aujourd'hui, on constate à quel point son statut et surtout sa gouvernance sont structurellement fragiles. Et c'est là que l'on va voir que l'arme juridique est très difficile à utiliser sur ce qui est un champ de bataille politico-économique acharné. Tout d'abord parce que le droit de la lagune, ici, arrive après la catastrophe, dans une tentative de réparation à la fois environnementale et démocratique, que l'on pourrait rapprocher, toute proportion gardée, d'une logique de justice restaurative. Or, dans ce cas précis, il est difficile de pratiquer une justice restaurative puisque la guerre de l'eau n'est pas du tout finie. Peut-on restaurer un écosystème doté de personnalité juridique si le conflit de fond reste ouvert et plus qu'ouvert en réalité extrêmement exacerbé par des acteurs économiques et industriels? Donc, pour être plus concise et dynamique malgré la distance, je vais structurer mon propos autour de quelques questions ouvertes. La première, ce recours tardif aux droits de la nature est-il réellement une arme? Peut-il produire un effet transformatif à l'échelle locale dans un contexte de conflictivité politico-économique intense? Et enfin, quels sont les blocages actuels, les menaces politiques concrètes et quelles sont les perspectives de consolidation à moyen terme? Car sans une institutionnalisation forte, effective, démocratique, participative, on pourrait dire que l'arme du droit court le risque de tirer à blanc, c'est-à-dire d'être neutralisée face à un gouvernement régional de droite dans la région de Murcia et d'extrême droite, puisqu'il gouverne en coalition, qui est ouvertement négationniste sur le point de vue, enfin, du point de vue climatique, et pas seulement climatique, mais bon, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, avec une politique trumpiste très agressive en matière climatique, spécialement dans cette communauté autonome. Donc ma première question que je souhaitais partager avec vous, c'est la reconnaissance des droits de la nature constitue-t-elle véritablement une arme? Alors je vais commencer par répondre oui, sans contexte sur le plan symbolique, diplomatique et politique. Je l'ai dit, le prix Goldman, la reconnaissance par l'ONU sont des efforts pour charger à balles réelles l'arme du droit au niveau local. Car jusqu'à présent, ce qui est en train de se passer au niveau local, sur le terrain, dans la communauté autonome de Murcia, euh, c'est non seulement une muselière de la personnalité juridique de la lagune, mais plus que ça, une tentative de décapitation. Donc, à cette question, est-ce véritablement une arme? Actuellement, je suis obligée de répondre aussi non. Non, en raison de deux motifs. De deux limites. Alors la première, c'est que le processus de la construction de la gouvernance de la lagune dans la reconnaissance juridique de la personnalité juridique de la lagune est prévu un comité de gouvernance destiné à la représenter. Donc ce comité de gouvernance, qui est un comité appelé le comité des gardiens de la lagune, est composé de scientifiques, d'acteurs locaux, mais pas de citoyens. Et il a été entravé et toujours inachevé, puisque depuis 2022 et l'approbation de la loi, il n'a pas été mis en place jusqu'en mai 2025. Par ailleurs, une critique de fond menée par certains juristes et par beaucoup de militants, c'est que la représentativité de la population n'est pas assurée dans cet organe de gouvernance. Ce qui est un énorme problème, parce que le soutien de la population a été décisif pour passer la barre des 500 000 signatures qui ouvraient l'accès à une initiative de loi populaire. Or, la gouvernance n'est pas participative et cela reste peu ou prou une expertocratie et où la société civile n'est représentée que par la société civile organisée, ce qui est un problème. Par ailleurs,
Ça, c'est un problème structurel. Maintenant, un problème conjoncturel, le gouvernement de coalition de droite, extrême droite, fait obstruction méthodique. Alors, ça, c'était la labellisation. Voilà, ici, une photo qui illustre le pacte entre droite et extrême droite. Et vous voyez que l'extrême droite est représentée en vert parce que pour récupérer le vote des agriculteurs en Espagne contre justement les politiques climatiques, le parti d'extrême droite a choisi la couleur verte. Donc, la coalition droite-extrême droite fait une obstruction méthodique qui a été dénoncée par el Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Alors, ce conseil juridique de la région de Murcia, c'est l'équivalent du Conseil d'État, mais pas au niveau national, au niveau régional. Et donc, il a tiré la sonnette d'alarme il y a 6 mois en affirmant que la mise en œuvre législative de l'organe de gouvernance del Mar Menor et de la compétence certes exclusive du gouvernement de la région, mais celui-ci étant opposé au projet, il est en train de saccager la construction de l'organe de gouvernance de la lagune et ses principes fondamentaux, notamment en assouplissant les exigences de traçabilité sur l'utilisation des engrais et en réduisant les restrictions territoriales de l'activité agro-industrielle, comme vous le voyez sur ce slide. Dernière limite, la question des pouvoirs effectifs, qui sont très limités juridiquement pour ce comité de gouvernance qui a mis 3 ans à émerger et qui n'est toujours pas en activité. Il n'a pas de capacité coercitive propre et une totale ou presque dépendance à l'État et à la région qui pose le problème que vous venez de voir. Donc, à ma première question, est-ce que c'est une arme, le droit de la nature dans ce cas-là? J'ai répondu une arme symbolique, mais pas une arme sur un terrain qui est miné méthodiquement par le gouvernement de droite et d'extrême droite en Espagne, qui est férocement négationniste, et pas une arme à cause des limites structurelles, indépendamment de la couleur du gouvernement local. Ma deuxième et dernière question, quels sont les blocages actuels, les menaces politiques concrètes et les perspectives de consolidation à moyen terme? Alors, je ne vais pas entrer sur le volet politique qui est ma spécialité parce que j'ai essayé de m'adapter au panel et je ne vais pas non plus entrer dans les questions juridiques parce que ce n'est pas ma compétence. Je vais surtout mentionner des facteurs de blocage parce que ça m'intéresse d'avoir votre retour en tant qu'acteur et professionnel de notre affaire à tous et donc de ce type d'activisme juridique. Parce qu'en Espagne, le troisième secteur, les acteurs sociaux de l'écologisme, les ONG historiques, sont aussi une source de blocage, paradoxalement, et même très paradoxalement, car elles n'intègrent pas actuellement à leur campagne la dimension juridique des droits de la nature, ou alors de manière extrêmement cosmétique. Je vais prendre l'exemple de Greenpeace Espagne, qui est resté très très en retrait de l'initiative de loi sur la reconnaissance juridique d'El Mar Menor, qui a cloné notre affaire à tous, mais très très mal parce que bon, ça n'a pas réussi enfin, la querella n'a pas prospéré du point de vue juridique, mais du point de vue communicationnel, ça a été un échec énorme puisque c'est 70 000 signatures, ce qui est très très peu pour l'Espagne. Donc, Greenpeace Espagne a mal investi le champ du contentieux juridique type notre affaire à tous en attaquant l'État, mais aussi très mal la question des droits de la nature. En effet, malgré le succès national et surtout international de Teresa Vicente, il n'y a pas de vrai relais dans les ONG qui ont capacité à financer des campagnes susceptibles d'utiliser l'arme des droits de la nature. Et je vais donner un exemple très rapide pour finir. En Galice, actuellement, donc au nord de l'Espagne, il y a une mobilisation sans précédent contre l'implantation d'une macro-entreprise de cellulose qui va ruiner la ria la plus fertile et la plus productive de Galice. Et Greenpeace, Espagne, a recueilli 650 000 signatures contre l'entreprise, mais n'en a rien fait. Car ce sont des signatures qui auraient pu ouvrir à une initiative populaire législative, mais ça n'a pas outrepassé le cadre de la campagne d'opinion. En revanche, des groupes militants locaux, donc des acteurs du troisième secteur, mais non professionnels,
ont essayé de porter la même demande que celle de Teresa Vicente, donc pour la reconnaissance d'un statut juridique du fleuve qui est menacé par cette entreprise. Et ils n'ont pas pu recueillir les 500 000 signatures nécessaires puisqu'ils n'ont pas la logistique et l'équipe juridique qu'a Greenpeace Espagne pour arriver au Parlement. Donc, faute de support financier et juridique, c'est-à-dire, pour parler franchement, faute d'implication juridique de Greenpeace Espagne, qui est le poids lourd du secteur, ils n'y sont pas arrivés. Et je voulais finir sur ce cas qui est paradoxal, parce que bien sûr que la droite et l'extrême droite en Espagne sont le principal facteur limitatif de la construction réelle des droits de la nature. Mais il existe aussi d'autres blocages et d'autres limites au sein même des groupes activistes qui sont le plus à même de porter la demande de reconnaissance des droits de la nature. Et c'est sur cela que nous devons agir au niveau du militantisme, même si cela reste très difficile et particulièrement difficile puisque ça nous oblige à être sévèrement autocritiques sur nos propres pratiques militantes et sur les engagements juridiques réels du troisième secteur et des ONG dans le domaine des droits de la nature. Pour prolonger la réflexion et l'achever, je voulais donner deux perspectives critiques récentes, mentionner le travail de deux chercheuses, Sophia Renström et Liselotte Vian, qui travaillent à mettre en lumière les blocages et les limites structurelles qui sont actuellement consubstantielles aux droits de la nature à l'intérieur même du troisième secteur. Sophia Renström, tout d'abord, a proposé une analyse comparative dans la perspective du cadre de la normative de l'eau européen, et elle montre que l'efficacité du droit de la nature dépend très immédiatement, en premier lieu, de la robustesse institutionnelle, bon, jusque-là, pas de surprise, mais de la mobilisation citoyenne active, donc du troisième secteur et de son implication directe. Et c'est là que le cas de Greenpeace Espagne en Galice illustre bien son propos. Parce que si des structures de grandes ONG ne coordonnent pas la construction juridique des campagnes pour les droits de la nature, les acteurs locaux ne peuvent pas les gérer d'un point de vue économique et juridique. Liselotte Vian, quant à elle, a un regard critique beaucoup plus radical, parce que ça ne concerne pas que les questions d'implication en fait, du troisième secteur. Elle a dénoncé dans un article récent publié à Madrid en 2024 l'effet de mode des droits de la nature en Europe et elle les aborde du point de vue de ce qu'elle appelle, elle, mimétisme juridique mal adapté. C'est-à-dire des campagnes qui ne prennent pas en compte les acteurs locaux ou qui n'ont aucune garantie d'effectivité. Et c'est ce qu'on pourrait un peu reprocher, enfin c'est en tout cas l'angle mort de l'état actuel de l'institutionnalisation de la personnalité juridique du Mar Menor, qui n'a pas produit un organe de gouvernance effectif. Donc, Liselotte alerte sur les risques de symbolisme creux de l'arme du droit, de tokenisme ou même de law washing, en montrant que cela implique souvent une absence de réforme des rapports de pouvoir ou même d'inclusion significative des acteurs locaux. Donc, pour finir, je voulais contextualiser ce discours critique qui invite à se demander si, par exemple, pour le droit des rivières, puisque le cas de la Galice, c'est le droit d'une rivière, n'est pas un cadre ornemental. Cadre ornemental, c'est le propos de Liselotte Vian, qui ne déconstruit pas véritablement les logiques extractivistes et qui ne parvient pas à opérer une refondation juridique profonde par rapport à un extractivisme, bon, de l'eau en l'occurrence, qui est lui bien installé juridiquement en Espagne et en Europe et, comme vous l'avez dit, dont les moyens de réponse sont infinis pour les contentieux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je n'ai pas été trop longue. Alors, je laisse la parole à Anne-Sophie pour le dernier mot. On a déjà bien avancé sur le temps pour ensuite prendre tant si 10 minutes de questions. Je te laisse la place. Donc, j'ai combien de temps? À peu près 10 minutes, c'est ça? Ça, j'ai dit.
Oui, je vais essayer d'aller vite, mais pas trop. Alors, je n'ai pas effectué de... Voilà, c'est pas là-dedans. Je n'ai pas effectué de PowerPoint, mais c'est pas grave. Donc moi, j'étais censée intervenir sur deux grands contentieux qu'on qualifie de systémiques. On va essayer de comprendre pourquoi. Que sont l'affaire du siècle et l'affaire justice pour le vivant. Alors, c'est deux affaires qui sont assez récentes. L'affaire du siècle date de 2021, quand elle a été initiée. Et puis, l'affaire justice pour le vivant de 2023. C'est des affaires qui ont des points communs. D'abord, elles s'attaquent finalement aux deux grandes causes de destruction massive de l'environnement, à savoir pour l'affaire du siècle, le réchauffement climatique, et puis pour justice pour le vivant, l'érosion de la biodiversité du fait de l'agriculture intensive et en particulier du fait de l'utilisation de pesticides. On dit de ces affaires qu'il s'agit de procès systémiques. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles ont pour ambition, on va le voir, de s'attaquer un peu au système qu'elles considèrent comme étant responsable, un système productiviste, ce modèle économique qui est responsable finalement des plus graves atteintes portées aux vivants, parce que c'est un système qui va créer de la richesse en mangeant les richesses naturelles, pour faire simple. Donc, dans ces procès-là, on s'attaque à un système, donc le système agricole intensif pour justice pour le vivant, et dans l'affaire du siècle, le système industriel, quelque part, qui est responsable du réchauffement climatique. Évidemment que si les ONG qui ont porté ces recours ont fait le choix de faire des procès, c'est qu'elles ont des arguments juridiques. Ce n'est pas uniquement des valeurs éthiques, morales, qu'elles ont par ailleurs, mais elles savent qu'elles peuvent gagner sur le terrain du droit. C'est-à-dire que le droit va leur être favorable. Et elles vont mobiliser donc des arguments juridiques devant le juge pour essayer d'emporter la conviction du juge. Et on s'aperçoit que dans ces deux grandes affaires, eh bien, le juge va donner raison aux ONG. C'est-à-dire qu'il va considérer qu'effectivement, le droit est globalement, on va dire, du côté de la protection de l'environnement. Alors, évidemment, je rentre un peu plus dans le détail parce que c'est plus subtil que ça. Mais tout de même, dans les deux affaires, ce sont des victoires qui ne sont peut-être pas suffisantes, mais ce sont quand même des victoires des ONG environnementales. Il y a forcément un bémol. Sinon, évidemment, on aurait déjà fait la transition agroécologique et le système industriel ne serait plus polluant. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des bémols, c'est que les décisions de justice qui ont été obtenues, elles ne vont pas forcément produire les effets escomptés. Et on va essayer de comprendre pourquoi, du point de vue juridique, parce que moi, je ne suis pas sociologue. Je pense qu'il y a plein de raisons qui expliquent, économiques, etc. Mais du point de vue des verrous juridiques, on va essayer d'en parler un petit peu ensemble. Mais avant ça, je voudrais revenir sur le fait qu'il s'agit donc de deux victoires des ONG. Et les ONG, quand elles ont porté ces recours, finalement, on s'aperçoit qu'elles ont développé une stratégie commune, une stratégie donc victorieuse. Comment elles ont fait? D'abord, c'est vrai qu'elles s'attaquent à des modèles, mais elles n'ont pas fait le choix d'attaquer l'agrochimie ou des industries forcément emblématiques dans l'affaire Justice pour le vivant et dans l'affaire du siècle. Elles ont fait le choix d'attaquer l'État. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui est notamment titulaire d'une obligation de protection de la santé et de l'environnement. C'est lui qui est débiteur du fameux principe de précaution, c'est-à-dire que même en cas de doute d'une activité, d'une technique, d'un système industriel, eh bien la priorité, c'est la protection de la santé et de l'environnement. Donc, c'est à l'État qu'on va demander des comptes parce qu'il doit encadrer les activités humaines, industrielles et agricoles dans le respect du vivant. Donc, ça, c'est la stratégie. D'abord, on attaque l'État. Et puis, il a été choisi d'orienter le recours en demandant au juge de reconnaître la responsabilité de l'État. Parce qu'en droit, il y a plusieurs types de recours.
Je ne vais pas rentrer du tout dans le détail de l'exposer, ces différents types de recours, mais les deux ONG, elles ont fait le choix donc d'attaquer l'État en justice pour voir la responsabilité de l'État engagé, ce qui va avoir pour effet d'obliger l'État à réparer le préjudice écologique si jamais le juge le reconnaît. Donc c'est sur cet angle-là aussi que les ONG ont décidé d'attaquer. Pour que la responsabilité de l'État soit reconnue, les ONG, elles ont trois éléments à démontrer. D'abord, prouver qu'il y a eu un préjudice écologique, donc que le modèle agrochimique, le modèle industriel, finalement, a des répercussions importantes sur la santé et l'environnement. Prouver que l'État est fautif sur l'encadrement de ces activités polluantes. Et donc, faire le lien entre la carence de l'État qui n'a pas fait assez, et ce préjudice écologique. C'est les trois éléments que les ONG vont devoir donc étayer, démontrer devant le juge. Et dans nos deux affaires, l'affaire du siècle et l'affaire justice pour le vivant, le juge a reconnu effectivement le préjudice écologique, en partie certaines fautes de l'État, et le lien de causalité entre les fautes de l'État et ce préjudice écologique. Alors, rapidement, comment le juge il a procédé déjà pour reconnaître le préjudice écologique? Alors, tout simplement, les ONG, elles ont mobilisé la science. Il y a plein de données scientifiques qui viennent d'organismes indépendants, publics, qui démontrent le réchauffement climatique et l'impact de ce réchauffement sur le vivant. Donc, un réchauffement climatique d'origine humaine avec des impacts de ce réchauffement sur l'homme et le vivant. Donc, dans l'affaire du siècle, bien évidemment, c'est les travaux du GIEC qui ont été pas mal utilisés, également ceux de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. Dans l'affaire justice pour le vivant, eh bien, c'est aussi de nombreux travaux de scientifiques qui ont été mobilisés, notamment donc, de l'INRAE, qui est l'Institut national de recherche en agriculture et en environnement, de l'Union internationale de conservation de la nature, de l'INSERM, qui est l'Institut national de santé et de recherche médicale, des travaux aussi de l'ANSES, qui est l'autorité de régulation en santé environnementale et au travail. Et donc, tous ces éléments pour l'affaire justice pour le vivant ont permis au juge de dire que, oui, les pesticides ont contaminé l'ensemble du vivant, l'air, l'eau, le sol, de manière généralisée, de manière grave. Et donc, cette contamination, elle existe. On sait qu'il y a un lien de causalité qui est certain. Donc, le juge, dans les deux affaires, va acter finalement des réalités scientifiques. Ensuite, il faut savoir si l'État a commis une faute. Est-ce que c'est bien lui qui est responsable du préjudice écologique? Alors là, c'est pareil. Les ONG, elles ont développé une stratégie commune en ce sens où elles ont dit l'État, à la fois pour les pesticides, à la fois pour le réchauffement climatique, d'ailleurs, il en a pris acte, puisqu'il a normalement pris des plans politiques dans lesquels il s'engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre et dans lesquels il s'engage à réduire l'utilisation des pesticides. Parce que justement, l'État, d'ailleurs, ne nie pas le réchauffement climatique, ni le fait qu'il y a une érosion de la biodiversité du fait de l'usage massif de pesticides. Donc, les ONG, elles disent, voilà, il y a des plans. L'État a dit, dans la stratégie bas carbone, il faut qu'on réduise de temps nos émissions de CO2 pour éviter le réchauffement climatique. Dans les plans éco-phyto, en 2008, l'État a dit, on se donne 10 ans pour réduire de moitié l'usage des pesticides. Donc, il y a des engagements que l'État a pris. Et qu'ont fait les ONG, elles ont démontré, chiffres à l'appui, que ces engagements-là, ils n'avaient pas été respectés. Alors, dans l'affaire justice pour le vivant, c'était assez facile parce qu'en plus, en 10 ans, 2008-2018, quand on regarde les statistiques officielles, 2018, c'est une année record de consommation agricole de pesticides. Donc, on n'a même pas tenté d'avoir une politique de réduction, on est dans une hausse record d'utilisation agricole des pesticides. Alors, il faut que je mets un petit bémol, mais très rapide, peut-être on en parlera plutôt dans la discussion. Ce que je vous dis là, finalement, risque d'être mis en cause d'une minute à l'autre. Pourquoi?
parce que dans l'affaire Justice pour le vivant, donc sur les pesticides, il y a eu un appel qui est en cours. Les ONG ont fait appel de la décision, même si elles avaient gagné, parce qu'elles n'avaient pas gagné sur tout, donc elles ont fait appel. Et l'État a fait aussi appel de la décision. Et dans l'audience d'appel, il semblerait que bien le juge n'ait plus trop envie de reconnaître la valeur juridique des plans éco-phyto, en disant mais les plans éco-phyto, c'est des plans politiques qui n'ont pas de valeur juridique contraignante. C'est-à-dire l'État ambitionne peut-être, oui, ce serait bien qu'on réduise de moitié l'usage des pesticides, mais ce ne serait pas donc une contrainte juridique. Donc, a priori, il est possible qu'en appel, cette faute qui avait été reconnue donc en première instance ne le soit plus. Bon. C'est à voir ce que va dire le juge en appel. Donc, il y a eu des fautes quand même, reconnues à chaque fois, assez clairement. Et puis, évidemment, le lien de causalité, c'est-à-dire que le juge, dans les deux affaires, dit eh bien, le fait que l'État ne respecte pas ses engagements, qu'il n'encadre donc pas suffisamment ses activités polluantes, eh bien, évidemment que ça a amplifié le préjudice écologique. C'est peut-être pas l'État qui pollue directement, mais le fait qu'il a mal encadré ses activités, il est nécessairement responsable aussi en partie du préjudice écologique. Alors, évidemment, on est plutôt au fait satisfait du côté des ONG d'avoir eu ces victoires, mais qu'en est-il des effets de ces décisions? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que l'État, du fait qu'il a été condamné dans ses affaires, il a décidé eh bien, de changer de politique, d'œuvrer en faveur de l'agroécologie de manière assez radicale, de limiter, de mettre en place des politiques publiques en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre? Bon, aujourd'hui, je crois qu'on peut malheureusement constater que ce n'est pas tout à fait le cas. Plusieurs données vont en ce sens. D'abord, pour ce qui est des politiques agricoles, il y a peu, l'État a changé sa stratégie d'ailleurs. Il a remis de côté les plans éco-phyto pour adopter une nouvelle stratégie, la stratégie éco-phyto. Dans cette stratégie éco-phyto, eh bien, l'État a fait le choix de repousser à plusieurs années les objectifs de réduction de pesticides. Donc on dit bah non, de toute façon, on ne va pas les atteindre en 2025, donc on va repousser à 2030. Et puis, il a fait le choix aussi de choisir un nouvel indicateur de calcul de l'utilisation des pesticides, qui est un indicateur qui, par le jeu des coefficients, peut laisser penser qu'on a réduit les pesticides, mais finalement, cet indicateur nous donne une vérité, on peut dire, erronée, parce que ça ne veut pas dire qu'on a forcément baissé l'usage des pesticides, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des chercheurs de l'INRAE. Concernant la politique de lutte en matière de réduction des gaz à effet de serre, là encore, évidemment, on s'aperçoit que l'État n'a pas véritablement changé de manière drastique sa politique. Donc, il n'impulse pas un nouveau modèle comme les ONG l'auraient souhaité. Bon, ça se voit déjà parce qu'il a fallu aller plusieurs fois devant le juge pour faire respecter les décisions de l'État, l'exécution réelle des décisions de justice par l'État. Et puis aussi, on le voit, là, les dernières études qui sont tombées, il y a une étude récente du 19 juin 2025 de cette année qui réunit des consortiums, un consortium de chercheurs, presque tous membres du GIEC, et puis d'instituts de recherche de CNRS, Météo France, etc., qui nous révèle que bien aujourd'hui, c'est sûr, vu la trajectoire adoptée, eh bien, on n'atteindra pas les objectifs de la conférence de Paris. On ne sera pas en mesure donc, de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, ça c'est certain, les chercheurs le disent désormais, donc on n'a évidemment pas fait assez. Et puis aussi, il y a un avis du Haut Conseil pour le climat de mars 2025 qui dit que le plan national français d'adaptation au changement climatique, eh bien, il n'est pas efficace. Sur 310 actions qui sont préconisées dans ce plan, finalement, il y en a très peu qui sont budgétisées, donc qui n'ont pas très peu ont les moyens vraiment de se concrétiser. Il n'y en a que 48 sur 310 qui ont été budgétisés. Donc, le manque de moyens, il est notoire. Alors, pourquoi les décisions du juge ont aussi peu d'effets? Là encore, je le dis, je ne vais pas vous faire une analyse sociologique, économique de la situation. Il y a plein de raisons, c'est sûr, mais du point de vue juridique,
Est-ce qu'on ne peut pas se dire, est-ce que le juge ne peut pas mieux faire? Est-ce que le juge a fait assez dans ses décisions? Est-ce qu'il ne peut pas être plus contraignant vis-à-vis de l'État? Et a priori, oui, parce que, par exemple, dans l'affaire de la pollution de l'air aux particules fines, alors même si la réglementation est différente, mais il y a des ambitions nettes qui sont données donc aux autorités publiques. Et lorsque les autorités publiques n'ont pas respecté les seuils d'émission des particules fines, eh bien, le juge n'a pas hésité à condamner l'État à des astreintes financières lourdes de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et on a vu que ça avait quand même permis d'accélérer bien la mise en conformité de l'État par rapport au rejet donc, de ces émissions. Et les ONG, en tout cas dans l'affaire du siècle, avaient demandé à ce que soient prononcées des astreintes financières lourdes à l'encontre de l'État, et le juge a refusé à chaque fois de prononcer ces astreintes, alors même qu'il constatait que ses propres décisions n'étaient pas respectées. Donc peut-être que ça, c'est quelque chose qu'on peut espérer voir enclenché par la suite par le juge. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les ONG, même si elles constatent que le juge ne fait pas assez, elles ont encore confiance dans la justice et elles pensent évidemment que le juge peut mieux faire. Ce pourquoi d'ailleurs elles continuent encore de solliciter le juge. 2 exemples. Dans l'affaire JPLV, les ONG ont fait appel. Donc, dans l'affaire justice pour le vivant en matière de pesticides, elles n'ont pas hésité à faire appel du jugement parce qu'elles ont considéré qu'il n'était pas suffisamment protecteur du vivant. Je pourrais expliquer pourquoi tout à l'heure si besoin. Et puis aussi, eh bien, elles ont saisi le Conseil d'État en attaquant la nouvelle stratégie éco-phyto, en disant que cette nouvelle stratégie éco-phyto, eh bien, n'était pas à la hauteur des enjeux du point de vue juridique, pas assez protectrice du vivant. Et puis, pour ce qui est donc de la lutte contre le réchauffement climatique, eh bien, les ONG, à l'origine de l'affaire du siècle, ont enclenché une nouvelle procédure de soutien cette fois-ci, parce qu'elles n'agissent pas elles-mêmes, mais en soutien, en accompagnement de 14 requérants et requérantes qui mettent en évidence leur vulnérabilité au réchauffement climatique. Ces requérants et requérantes, donc avec le soutien des ONG, mettent en évidence le fait que justement la politique nationale d'adaptation au changement climatique, elle n'est pas à la hauteur des enjeux. Elle a plusieurs points de vulnérabilité juridique et donc ils contestent la légalité de cette politique. Donc on voit que dans ces contentieux qui sont stratégiques, ça porte ses fruits. On peut être parfois déçu un peu des décisions de justice, mais en tout cas, il y a quand même un certain nombre de victoires enclenchées. Et aujourd'hui, évidemment, l'enjeu majeur, c'est de faire respecter ces décisions, de faire produire à ces décisions tous leurs effets sur les politiques publiques. Et donc là, évidemment, il y a aussi, on l'a dit, plein d'autres arguments qui rentrent en jeu, mais en tout cas, il y a encore des affaires en cours. La justice est régulièrement sollicitée et donc, j'ai envie de dire, affaire à suivre. Merci.